Je vous aime, à bientôt, au revoir. Je vous laisse avec ce shérif complètement cinglé de la cuisine française. Regardez-les une fois pour toutes. Voilà, Frédéric Ranton. Les enfants, à bientôt, au revoir. Salut Jean-Luc. C'est l'heure du grand jeu France 5 avec Casgrain. Pour jouer, répondez à la question suivante. Comment s'appelle l'animateur de Carte postale gourmande? Appelez vite le 0892 704 222. Vous gagnerez peut-être un week-end escapade offert par Casgrain, ou un plat, ou une sélection de la gamme Casgrain. Alors bonne chance sur France 5 avec Casgrain. Dans un court instant, un court. Après la récente crise de France 2 qui a conduit à la démission du directeur de l'information Olivier Mazerolle, quelle information pour la principale chaîne française de service public? Les réponses, les promesses, les intentions et les coups de gueule d'Arlette Chabot, nouvelle directrice de l'information. À l'occasion de ses 30 ans, la Golf vous offre la climatisation pour 1 euro de plus. Quand on traverse Fès, on a souvent l'impression de traverser un musée. Et bien que ses portes soient toujours ouvertes, on a vraiment du mal à la quitter. Parce que vous n'êtes pas comme elle, lui, elle, lui, eux, elle, lui, eux, lui, elle, lui, elle, eux, et eux. Mobalpa fait des cuisines pour elle, pour lui, pour eux, pour vous. Mobalpa, toutes les solutions sont là. Comment imaginer que Saint-Agur si fondant soit aussi fort? Comment imaginer que Saint-Agur si fort soit aussi fondant? Le plaisir Saint-Agur, si fort, si fondant. La vie dans les atolls, elle est 2 fois plus belle. 2 fois plus, comme avec le duo Soleil d'Atoll. Ça perd l'hypopète. Wow. Pour une paire à verre correcteur achetée, Atoll vous offre une paire de solaires à la vue. Ah bon? Et ça marche pour tout le monde? Of course, John. De près comme de loin, pour 100% des corrections. Atoll, les opticiens. Confession numéro 3. Mes collègues croient que je garde la ligne grâce au sport. Pas du tout. J'ai un secret. Regardez. Cuisiner facile en DVD, la première collection de recettes filmées en DVD. Des menus complets, des recettes variées pour la vie de tous les jours, pour recevoir et pour surprendre. La collection Cuisiner facile en DVD, le numéro 1, les 3 menus complets plus les 12 fiches recettes à collectionner au prix exceptionnel de 4,50 € seulement chez votre marchand de journaux. Bon appétit. France Télécom présente le double de temps avec ma ligne. Le double d'amour. Le double de fou rire. Le double de chagrin d'amour. Le double de bonheur. Nouveau, avec les heures de ma ligne, vous doublez votre temps avec des heures en plus pour le soir et le week-end. Ma ligne, je peux tout lui demander. S'il fallait donner des prénoms aux révolutions, ce serait Olympe, Louise, Rosa, Dolores. La révolution au féminin, aujourd'hui, à 16h05. Et c'est sur France 5. Les
femmes sont responsables d'elles-mêmes, et elles le prouvent. À l'occasion de la Journée de la femme, les regards se croisent. 3 femmes françaises partent à l'étranger rencontrer d'autres femmes. Échange de points de vue avec Dominique Blanc, Fatima Lachkar et Princesse Erika. Retrouvez-les juste après le doc sur le plateau d'Yves Calvi pour un C'est dans l'air spécial Journée de la femme. Journée de femmes, demain à 16h40 et à minuit 55 sur le câble et le satellite. Et c'est sur France 5. C'est dans l'air. Demain à 17h50, Yves Calvi parlera de la Journée de la femme. Voilà. Sur France 5. Flash, moins 50% sur les chaussures italiennes. Doit-on forcément être à table pour bien manger? Sandwich Donna, vous avez choisi le bon repas. Vous testez tout? Jusqu'au 30 avril, venez tester le Crédit Lyonnais. Crédit Lyonnais, aujourd'hui, qui peut se passer d'une bonne banque? Noix de coco, vanille, cannelle. Évasion de C'est moi chocolatier. Bonjour, comment France 2, grande chaîne généraliste de service public, peut-elle marquer sa différence avec TF1, grande chaîne généraliste privée dans le domaine de l'information? Vaste question sur laquelle certains politiques ont des idées en tout cas très arrêtées. Aujourd'hui, quand on regarde TF1 ou France 2 à 20h, c'est l'ouverture systématique sur les faits divers. Le défaut de France Télévisions, de France 2, sous l'emprise de Mazerolles et d'autres, du Jadas, c'est qu'on singe TF1. On essaie de courir après. Voilà, on singe, rien moins. Alors, Olivier Mazerolles a démissionné, mais David Pujadas est encore là. Olivier Mazerolles a démissionné et c'est vous qui le remplacez. Arlette Chabot, nouvellement nommée au poste très exposé de directrice de l'information de France 2. C'est gentil de le rappeler tout de suite. Voilà, comme ça. Très exposé, comme ça, on a planté le décor, allons-y. Comme ça, les choses sont claires. Alors, quelles sont vos intentions? Est-ce qu'effectivement vous êtes sensible à cette question de la meilleure manière de ne pas singer, de ne pas courir après TF1? C'est ce qu'on vous demandera tout au long de cette émission un peu particulière, à travers toute une série d'exemples qui, soyons clairs, sont tous empruntés à la période antérieure à votre prise de fonction. Mais nous allons commencer cette émission, comme dans certains journaux télévisés, pas tous, enfin pas ceux de France 2 en tout cas, pas en général, par une page météo. Maya. Voilà, c'était samedi dernier les journaux de France 2 et TF1 qui s'intéressaient aux fortes chutes de neige qui frappaient l'Europe et plus particulièrement le Sud, avec des images très impressionnantes de routes enneigées. On commence par TF1, direction l'Espagne. C'est en fait toute la moitié nord de l'Espagne qui a été touchée hier par la vague de froid. Des milliers de personnes bloquées dans leurs voitures ont été secourues par les forces de l'ordre et logées en urgence dans des gymnases. La neige a perturbé tout le nord de l'Espagne aujourd'hui, des dizaines de routes nationales et secondaires devenant quasi impraticables. Des milliers de personnes se sont retrouvées bloquées sur l'autoroute Madrid-Burgos et ce soir, des centaines de villages se retrouvent isolés du fait de la fermeture de plus de 40 cols. Les autorités ont demandé aux personnes de ne pas prendre la route et ce mot d'ordre sera maintenu demain. Une météo qui, en ville, réjouissait néanmoins les enfants, peu habitués à avoir une météo aussi hivernale. Voilà, donc c'est vrai, des images plutôt inhabituelles de l'Espagne sous la neige. Et le même soir, quelques minutes plus tard, en zappant sur France 2, toujours des routes enneigées, mais pas dans le même pays.
Forte chute de neige et vents violents ont rendu la circulation difficile dans le nord et le centre de l'Italie. Entre Bologne et Florence, le trafic était particulièrement ralenti malgré l'intervention d'engins de déneigement et la pose de chaînes par des automobilistes incités à la plus grande prudence. Dans la région des Abruzzes, le blizzard soufflait avec force. Là encore, circulation difficile et accident à la clé. La météo italienne annonce la poursuite des chutes de neige et de pluie jusqu'à la fin du week-end. Bien, Maya, était-ce l'Espagne ou l'Italie? Alors, difficile de faire la différence, c'est vrai, quand tout est recouvert de neige. Et c'est sur cette image-là, en tout cas, oui, ça c'est... Voilà, mais c'est France 2 qui gagne. Et elle a eu peur. 1-0. Non, parce que j'ai regardé l'image, je sais qu'il y avait un problème effectivement en voyant un petit panneau, donc France 2 a gagné 1 point. Voilà, alors c'est vrai qu'il y avait quelques indices qui permettaient quand même de savoir à peu près où on était, mais qu'apparemment le journaliste de TF1 n'avait pas repéré. Donc par exemple, on avait les plaques d'immatriculation, bon c'est pas non plus très flagrant. L'uniforme des policiers, mais là c'est vrai qu'il faut déjà un peu connaître l'Italie, avoir eu affaire à la police italienne. Ou, voilà, vous l'aviez remarqué, plus facile, les panneaux de direction qui indiquaient Modène, et je vous confirme, Modène, c'est en Italie. Pour juste expliquer pourquoi ce sont les mêmes images, ce sont des images issues d'une sorte de pot commun dans lequel se servent les journalistes et auxquels ils ajoutent simplement leurs commentaires. Et je tiens juste à remercier Nicolas Delalleux, qui est un téléspectateur qui nous a prévenus par mail et à qui tous ces détails n'avaient pas échappé. Voilà. Alors, plus sérieux, les journalistes doivent-ils accepter de taire une information momentanément à la demande du gouvernement? Un cas d'école cette semaine, Maya. C'était un chantage, je rappelle un peu le contexte, un chantage au terrorisme exercé par un mystérieux groupe qui se fait appeler AZF. Alors, depuis quelques jours, apparemment, beaucoup de journalistes étaient au courant de l'affaire, mais en concertation avec leur rédaction, ils avaient choisi de ne rien dire. Et c'est finalement la Dépêche du Midi qui, en décidant de révéler toute l'affaire, contraint l'ensemble des médias à suivre le mouvement et les journalistes à expliquer aux téléspectateurs leur choix. Cette information n'est pas sortie subitement ce matin. Notre rédaction était au courant depuis plusieurs jours maintenant, mais nous avions observé le silence à la demande de la police. Et puis, un journal, ce matin, a révélé l'affaire et tout a commencé. En fait, l'ensemble de la presse, à ma connaissance, était au courant depuis environ 48 heures, d'abord de rumeurs, puis d'informations de plus en plus précises, et d'ailleurs relativement vite confirmées par le ministère de l'Intérieur, qui a choisi de confirmer les grandes lignes de l'affaire par communiqué, tout en demandant à la presse la plus grande discrétion, pour deux raisons. D'abord parce que le groupe terroriste AZF avait indiqué que tout avertissement de la presse serait considéré comme une traîtrise et une tromperie, irrémédiablement châtiée. Ce sont les mots employés par le groupe AZF. D'autre part parce que le ministère de l'Intérieur, sans le dire, espérait un dénouement relativement rapide et donc demandait à la presse d'être très discrète. Seulement voilà, ce matin, un journal régional, en l'occurrence la Dépêche du Midi, a choisi de s'affranchir de cette recommandation et d'informer son public sans attendre. Et France 3 également explique pourquoi ils avaient fait ce choix. Une note est aussitôt diffusée à toutes les rédactions françaises. Le communiqué confirme la réalité de la menace et précise que des contacts sont en cours avec le groupe AZF. Par précaution, le ministère demande à la presse d'être discrète afin de ne pas gêner ses contacts et fait appel à son sens des responsabilités. Hier soir, notre rédaction choisit donc de réserver ces informations. Mais ce matin, le quotidien régional, la Dépêche du Midi, prend la responsabilité de révéler l'affaire. À ma connaissance, en France, la presse n'est pas aux ordres. Elle n'a pas donné satisfaction aux injonctions, aux recommandations des ministères. Après avoir bien réfléchi, en notre âme et conscience, nous avons décidé de faire notre travail en révélant à nos lecteurs qu'il y avait effectivement des menaces d'attentats sur les voies ferrées. Alors l'affaire fait débat parmi les journalistes puisque un certain nombre d'éditorialistes, notamment de la presse régionale, ont soutenu la position de la Dépêche du Midi qui a été de passer outre aux consignes données par le ministère de l'Intérieur. Quels ont été les éléments de votre réflexion à France 2 ? On en a parlé effectivement, comme le disait Pascal Doucet-Bon, dès que cette information a été entre les mains, si j'ose dire, des journalistes. Dans la mesure où il y a eu 6 lettres du groupe AZF de menaces, dans 2 de ces lettres, il y en avait une qui était liée, un passage à l'acte
qui découlerait d'une divulgation de l'information par la presse. Donc, je veux dire, c'est pas être aux ordres du ministère, c'est appliquer, je crois, un principe de précaution, de dire on ne va pas prendre le risque en donnant ces informations qu'on possède, j'allais dire de pousser les terroristes potentiels à passer à l'acte. Donc franchement, c'est simple application et sans état d'âme d'un principe de précaution. On ne peut pas mettre la vie des Français en jeu pour faire un scoop et pour balancer une info. Donc ça, on ne fait pas. Ce n'est pas la première fois. Il y a d'autres histoires, en revanche, pour des enlèvements d'enfants. On nous demande aussi de garder le silence. Je crois qu'il ne faut pas faire prendre de risques pour balancer une info les premiers. Très bien. Alors ça, c'était que dire. Autre sujet cette semaine, que montrer à propos du visage de Marc Dutroux, Maya? Voilà, un problème qui se posait donc pour l'ensemble des médias dans leur couverture du procès de Marc Dutroux, puisque celui-ci avait décidé qu'il ne voulait plus être filmé. Alors à la télévision, pas de différence entre TF1, France 2 et France 3. Tout le monde floute, voilà, comme ça, c'est réglé. Par contre, en presse écrite, les choix sont plus variés. Vous allez voir que Libération choisit une photo où il se cache lui-même le visage, mais par précaution rajoute quand même un peu de flou au cas où. Sur la partie non cachée par la main. Voilà. Alors le Parisien prend l'option du dessin plutôt traditionnel. Alors, du côté... dessin, pas du tout traditionnel, puisque même sur le dessin, on ne voit pas son visage. Ouais. La tradition du dessin de procès. Alors, par contre, du côté de Paris Match, on a choisi de montrer le visage de Dutroux. Et le directeur de la rédaction du magazine, Alain Genestar, m'a expliqué qu'à Paris Match, on ne cachait pas le visage... on ne cachait que le visage des gens que l'on voulait protéger. Et que dans ce cas très particulier, le devoir de montrer était plus important que le risque d'éventuelles poursuites de Marc Dutroux. Parce que ce qu'il faut bien dire, c'est que Marc Dutroux a le droit d'exiger que son visage ne soit ni filmé ni photographié. Exactement. Alors le cas, autre cas, c'est celui de France Soir, qui est un peu plus compliqué puisque mardi, il publie la photo en première page avec en légende Dutroux, la photo censurée, mais le lendemain, changement de stratégie dans les pages intérieures, le visage de Dutroux est masqué par un bandeau noir. Enfin, un mince bandeau. Hein. Un mince bandeau, mais bon, bandeau quand même. Voilà, donc le directeur de la rédaction de France Soir, André Berkoff, m'a lui expliqué qu'il a fait lui-même le choix de ne pas cacher le visage parce qu'il trouvait hallucinant d'invoquer le droit à l'image d'un prévenu tel que Dutroux et hypocrite le fait de ne plus publier de photos alors qu'on avait déjà vu partout des images de Dutroux menottes au poignet. Voilà. Alors, évidemment, les télévisions françaises, mais aussi les télévisions belges, j'allais dire surtout les télévisions belges, ont accordé une importante couverture, c'est le moins qu'on puisse dire, au procès de Marc Dutroux, puisque les journaux télévisés ont été prolongés, puisque des équipes et des installations sont en permanence devant le palais de justice d'Arlon dans lequel se tient le procès, aussi bien d'ailleurs pour la chaîne publique, la RTBF, que pour la chaîne privée RTL. Alors, les téléspectateurs trouvent-ils qu'on en fait trop? Apparemment pas. Comme l'ont constaté Christelle Ploquin et David Valrave en se rendant dans un petit village du sud-ouest de la Belgique qui s'appelle Gimné. L'avantage, c'est qu'RTL a fini son journal quand la RTBF commence, donc on a la possibilité de suivre les deux. On termine la soirée, le début de soirée d'information par un journal d'une chaîne française, en attendant le film. Ça, c'est fréquent que les Belges regardent trois journaux télévisés. Bonsoir à tous. 1er mars 2004, aujourd'hui, premier jour du procès Dutroux et consorts. Procès Dutroux dans le vif du sujet avec la lecture aujourd'hui de l'acte d'accusation. Bonsoir, c'est une lecture qui fait froid dans le dos au deuxième jour du procès Dutroux. On ne parle plus que de la Belgique au niveau judiciaire. On peut gagner la Coupe du Monde, on sera moins connus que les Bleus, nous, hein, ça, pas de doute. Hein. C'est l'information principale. C'est vrai que pour le moment, on en parle beaucoup, mais je crois que les Belges quand même attendent à voir beaucoup d'informations. S'il y a une information qui ne lassera pas les Belges, c'est celle-là. Ah, oui. Je crois que toutes les autres, ils pourraient passer à côté, mais alors le procès Dutroux, ça, tout le monde va regarder. La presse a pu filmer la salle durant quelques minutes avant le début de la première audience. Gérald Vandenberg. C'est l'image du jour. 8 ans après le début de l'affaire, Michel Nioul, Michel Lelièvre, Michel Martin,
et Marc Dutroux sont dans le box des accusés de la cour d'assises d'Arlon. Ici, en l'espèce, sur la chaîne publique, donc sur la RTBF, je trouve que le traitement de cette première journée de procès Dutroux est parfaitement neutre, informatif, sans contenu passionnel. Ce qui m'a frappé, c'est le contraste entre ce dossier exceptionnel et puis le procès qui paraît presque banal, là, dans la salle d'audience. Il est vrai que la salle y est pour beaucoup. C'est une petite salle, on l'a suffisamment dit. C'est une salle toute neuve, un mobilier en bois clair et qui n'a pas ce décorum, cette solennité des salles d'assises habituelles. Pas de pièce à conviction, c'est ce qui est assez étonnant. Rien en somme qui rappelle l'horreur des faits jugés. Je ne suis vraiment pas d'accord avec la journaliste parce que elle est en train de décrire un non-événement. Elle est en train de regretter qu'il n'y ait pas de cadavres sanglants comme pièce à conviction ou de vêtements des gamines ou ce genre de choses. Peu importe que la salle d'audience soit trop petite ou trop grande ou que ce soit une cathédrale mal chauffée, finalement c'est ridicule de s'attarder sur cet aspect des choses. Et ça, vous pensez qu'on ne l'aurait pas trouvé sur l'autre chaîne? Non, jamais. Non, jamais. Non, ça pas du tout. Non. Pas de cette façon-là, en tout cas. Non. Il aurait été dit qu'effectivement, la salle est exiguë. Moi, il me semble quand même que c'est plus enjoué, que c'est plus vivant dans l'intonation des voix que la RTB. C'est un plus monocorde. Oui. Ça n'a pas été trop difficile? Non. Chacun apparemment a très bien travaillé en regardant les images que tout le monde a fait. Tout le monde s'est vraiment bien réparti, donc pas de problème. Comment tenir 1 heure le premier jour d'un procès quand finalement il n'y a pas grand-chose à dire? On finit par faire des interviews de collègues. Qu'est-ce que vous faites? Je suis photographe, j'ai pris des photos. Ça, je veux dire, on n'y aurait pas pensé. Vous comptez rester là longtemps? 2 mois et demi, le temps du procès. Oui, ça va être dur. Oui, mais enfin j'ai un petit hôtel. Là, c'est plus de l'info. On se doute qu'il y a 250 journalistes. Enfin, Et pour vous, ça c'est spécifique à RTL? Oui. Non, je crois que... Oui, il fallait bien que les médias... Oui, mais tu n'as pas eu ça sur le journal à Bruxelles quand même. RTBF, t'as pas ce genre. T'as pas eu ça? Moi. Ah, voilà, Moi, mais c'est quand même RTL. Hein. Oui. À chaque occasion, RTL, c'est comme ça. Dans ce cas précis, il n'y a pas eu de surenchère médiatique. Non, je crois que les journalistes ont fait leur métier honnêtement sur ce coup-ci. On n'a pas couru après le petit fait divers sanglant et macabre et scabreux. Le Belge n'accepterait pas un dérapage médiatique. Pas là-dessus. Oui. C'est l'affaire qui ne permettra pas le dérapage médiatique. Moi, je trouve que la presse sort grandie de l'affaire Dutroux et qu'on a plus confiance aux médias après l'affaire Dutroux qu'avant. Alors, je rappelle que vous venez de prendre vos fonctions, on va donc vous interroger surtout sur vos intentions, plus que sur votre bilan, parce que pour l'instant, vous avez un bilan de quoi, 3 jours, donc Oui, c'est assez court pour effectivement faire un bilan. Merci de votre compréhension, Daniel, c'est gentil. C'est un tout petit peu court. Bon, alors justement, quelles sont vos intentions sur le procès Dutroux, par exemple? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous vous êtes dit, voilà, on va faire une couverture importante en maintenant une équipe ou plusieurs équipes en permanence sur le procès avec un compte-rendu quotidien, ou bien ce sera selon l'intérêt de l'audience de la journée? Est-ce qu'il y a déjà une philosophie? Comme disait fort justement le téléspectateur, on donne des informations, on en reste aux faits. On ne va pas faire, comme dit ce monsieur, demander au photographe, vous avez choisi quel hôtel, etc. C'est une affaire tellement grave que c'est de manière générale du traitement des faits divers. Hein. C'est donner des informations, raconter le procès, avoir le maximum d'angles pour bien comprendre ce qui se passe, l'attitude des familles qui assistent au procès, qui n'y assistent pas. Bref, on n'en fait pas un feuilleton, on n'en fait pas du show. Simplement, c'est une affaire importante, grave, qui a bouleversé tout le monde. Donc il y aura une couverture importante quand elle sera justifiée. Mais on ne va pas se dire « Ah, super, ça marche, ça intéresse tout le monde, on y va ». On termine avec l'actualité de la semaine, Maya, avec le débat sur la motion de censure au Parlement. Voilà, une motion de censure déposée par le Parti socialiste. Alors, la séance à l'Assemblée nationale était retransmise en direct par LCI, la chaîne câblée filiale de TF1, qui avait donc exceptionnellement bousculé ses programmes pour laisser place à ce moment fort du débat démocratique français. Alors, après François Hollande, c'était au tour d'un François Bayrou survolté de prendre la parole et de mettre le feu à l'hémicycle. Et après donc cette intervention pour le moins mouvementée, eh bien, le débat continue dans l'hémicycle, mais pas sur LCI qui décide de reprendre l'antenne. Voilà donc pour l'intervention de François Bayrou, le président de l'UDF à la tribune. On écoutera tout à l'heure la réponse du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Mais en tout cas, si François Bayrou ne vote pas la censure, Anita Osser, c'est tout comme en fait. Hein.
Vous voyez que ça continue à s'agiter dans l'hémicycle et si vous tendez bien l'oreille, eh bien vous pouvez même entendre le président qui donne la parole. Alors c'est un peu difficile à comprendre, du coup on vous le repasse un petit coup. Si François Bayrou ne vote pas la censure, Anita Hausser, c'est tout comme en fait. Hein. Voilà, donc le président dit je donne la parole à Madame. Alors Madame, eh bien c'était Marie-Georges Buffet, dont c'était effectivement le tour de parole. Alors on ne l'entend pas sur LCI, mais on la voit là sur l'écran derrière la journaliste. Et la retransmission des débats ne reprendra qu'au moment où Jean-Pierre Raffarin monte à la tribune pour répondre. Voilà, mais le Parti communiste n'a pas été le seul à se faire zapper par LCI, puisque les Verts ont subi le même sort et n'ont pas eu le privilège de voir l'intervention de leur représentante Martine Billard diffusée par LCI. LCI dont... donc vous les avez appelés, LCI? Voilà, j'ai appelé le service de communication de la chaîne où on m'a expliqué qu'il s'agissait bien d'un choix éditorial et qu'en l'occurrence, ils n'avaient prévu de passer les interventions de messieurs Hollande, Bayrou et Raffarin. Alors, on arrive donc au cœur du sujet. On y arrive tous bien, finalement. Vous le sentez bien. Quelle doit être la différence de l'information publique? Alors, Michaël Richard est allé le demander à une catégorie un peu particulière de téléspectateurs qui sont les élus de la République, les députés, et vous allez voir que tout en se confondu, ils ne sont pas tendres envers la pratique qui était celle de votre prédécesseur, Olivier Mazerolles. Il y a une manière de traiter l'information, notamment dans la hiérarchie des sujets, qui me paraît devoir être réfléchie bien davantage. Aujourd'hui, quand on regarde TF1 ou France 2 à 20h, c'est l'ouverture systématique sur les faits divers. Quand je regarde le journal de TF1, je suis attentif aux événements les plus forts de l'actualité, comment on traite l'affaire du trou. Et TF1 me le montre bien, parce que TF1 étant sur l'événementiel, il va bien me le montrer. Si je veux voir en profondeur un sujet plus politique, je vais plutôt regarder France 2. D'accord. Vous trouvez TF1 meilleur sur l'événementiel et France 2 doit être meilleur dans l'analyse? J'attends de France 2 qu'elle soit meilleure dans l'analyse. Je trouve qu'en particulier, sur le service public, on devrait davantage avoir le traitement de sujets internationaux et en meilleure place dans le journal, sans attendre 8h28. C'est amusant, lors des départs en vacances, de voir les embouteillages au péage, mais enfin bon, quel effet informatif? Rien. Vous regardez un journal à 20h classique, vous allez avoir, sauf grave crise internationale, vous allez avoir 20 à 25 minutes sur le national, voire sur le local, voire sur des problèmes de société. Donc on descend au niveau de la presse style François, plutôt que de hisser les gens au niveau des problèmes du monde. Mais je le regrette. Je suis attentif à la façon dont France 2 traite les problèmes des États-Unis, les élections aux États-Unis, la situation en Russie, peut-être antérieurement les problèmes de Côte d'Ivoire. J'ai eu le sentiment de trouver, sur ces sujets qui nous concernent quand même, plutôt de bonnes analyses. Quand on présente les élections américaines, la bataille démocrate ou la séance parlementaire de la motion de censure qui franchement a été un événement politique hier, en fin de journal, eh bien on ne remplit pas sa mission. Je trouve qu'il n'y a pas de marque particulière au traitement de l'information de la part de France Télévisions. Qu'on reste dans le traitement un peu banalisé ou formaté. Aller aujourd'hui en reportage auprès d'une intermittente enceinte, touchée par les nouvelles mesures concernant le protocole, je pense qu'il y a là des sujets qui mériteraient justement d'être illustrés par des cas concrets. Par exemple sur les impôts. Eh bien les impôts, au moment où il y a la discussion du budget, on n'a que le petit bout de la lorgnette. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir à la fois des débats, bien sûr, entre droite et gauche, etc., mais aussi expliquer à nos concitoyens comment sont extraits les impôts, tous les impôts qu'on a, et à quoi ça sert les impôts. Et c'est assez mal fait en général, on voit des engueulades à l'Assemblée, et puis c'est tout. Je pense que TF1 ne le fera pas, France 2 peut le faire. Il est clair qu'on a besoin d'une source d'information qui ne soit pas suspecte de défendre des intérêts privés. Si on parle aujourd'hui, par exemple, du traitement d'un certain nombre de maladies, on sait très bien que derrière, il y a des enjeux financiers énormes liés aux laboratoires pharmaceutiques. Et donc, on a besoin qu'un service public d'information puisse en parler d'une façon honnête, il décrypte les choses, il montre la réalité, l'envers du décor d'une certaine façon, pour permettre aux gens de comprendre.
le service public, il a un rôle pédagogique majeur. D'une certaine façon, la mission qui est assignée à France 2, c'est d'avoir des téléspectateurs, donc de faire de l'audience. Mais il me semble qu'on peut sûrement essayer de travailler des pistes où on puisse faire de l'audience d'une façon différente. Le défaut de France Télévisions, de France 2, sous l'emprise de Mazerolles et d'autres, du Jadas, c'est qu'on singe TF1. On essaie de courir après. Et c'est pas du tout la logique du service public, c'est pas du tout l'intérêt d'une chaîne qui vise à se différencier. Et France 2 ne gagnera pas en voulant faire de la concurrence, disons, de télévision médiocre avec les grandes chaînes privées. Elle ne gagnera pas. Et elle finira justement par être éventuellement privatisée, parce qu'on dira, écoutez, il n'y a plus de différence, alors autant que ce soit la concurrence privée qui essaye qui voit laquelle gagne. Alors, on va entrer dans le détail de vos pistes de réflexion. Comme disent les politiques eux-mêmes, halte à la caricature, parce qu'il y en a qui vont fort là-dedans. C'est-à-dire qu'ils font exactement Oui, je trouve que c'est un peu caricatural. Bon, je peux vous faire un petit reproche, c'est que j'aurais préféré peut-être avoir des Français téléspectateurs qui donnent leur jugement ou leur avis sur si ils sentent une différence ou une absence de différence entre le public et le privé. C'est juste une petite remarque. Bon, les politiques, ils ont tous, ils regardent aussi quand même un peu la télévision en fonction, pas forcément d'intérêt général, mais peut-être aussi de leurs intérêts particuliers. Et puis vous avez entendu d'ailleurs, ça donne des choses assez différentes. Parce qu'ils sont quand même les représentants de l'intérêt général. Oui, mais ils sont représentants de l'intérêt général, mais ils ont aussi des convictions, ils ont aussi un regard particulier sur certains événements ou un autre. Et quand je dis caricature, il faut quand même être gonflé de dire que sur France 2, on ouvre sur des faits divers tous les jours. Je renvoie tout le monde et c'est le passé, j'en suis fière, moi, de la couverture de la guerre et du conflit en Irak sur France 2 notamment, où franchement c'était bien. Et on n'est pas, si peut-être il ne faut pas être obsédé par TF1, c'est sûr, je crois quand même qu'on est loin de ce que décrivent un certain nombre de ceux qu'on vient d'entendre. D'accord. Alors on va revenir dans le détail sur toutes ces remarques, les embouteillages ou l'international. Ouais. On va voir si les choses se présentent vraiment de cette manière-là, de cette manière que vous qualifiez de caricaturale. Mais alors auparavant, on vient d'entendre des politiques. Alors vous êtes aujourd'hui dans une situation un peu paradoxale, parce que vous êtes journaliste et en même temps vous êtes dans une position de pouvoir, donc d'une certaine manière maintenant vous êtes regardé un peu comme une disséqué, analysé un peu comme une... C'est très dur, je comprends, on souffre beaucoup. Comme une, donc j'imagine que c'est pour ça que vous commencez à compatir avec eux. En tout cas, David Abiker a regardé à la loupe vos images et vos mots. Moi, je suis fan de mots croisés, je crois que vous le savez. Ah bon? Et je me souviens qu'il y a vous lui avez fait des lettres? Non, mais une fois, je suis passé dans mots croisés. J'étais interviewé à mots croisés il y a 3 ans. C'est fou. Ah non, moi, j'ai la reconnaissance bien placée. Alors, merci de le dire. Alors, je me souviens qu'il y a 3 ans, justement à cette époque, vous aviez créé une rubrique spéciale pour les petites phrases à l'occasion de la présidentielle. C'était tout début septembre 2001. Nous avons décidé, tous les 15 jours, de souligner une phrase prononcée par l'un ou l'autre des postulants à l'Élysée. Alors, cette semaine, le gagnant est, bien sûr, François Bayrou. C'était dans Paris Match la semaine dernière. Voilà, le pouvoir, ça rend vraiment con, a dit François Bayrou. La rubrique en question, elle a disparu très vite parce qu'après, il y a eu le 11 septembre et finalement, c'était une rubrique un peu légère et vous l'avez évacuée. Mais les petites phrases en politique sont toujours là. Et effectivement, les rôles sont aujourd'hui inversés parce qu'il y a des petites phrases de journalistes maintenant, puisque vous êtes entré un petit peu en campagne. Et donc les rôles sont inversés. Le journaliste, on vous interroge et c'est vous qui faites les petites phrases. Par exemple, au journal du dimanche, le 29 février, vous maniez la métaphore sportive et vous dites courir derrière TF1 est ridicule. Dans le Figaro du 1er mars, vous utilisez la promesse volontariste. Nous tiendrons compte de ce qui s'est passé. Plus loin, c'est le discours de la méthode. Changeons peut-être quelques méthodes de travail. Et dans l'IB, le 24 février, vous fixez vos grandes orientations. Priorité, rebâtir le 20h. Il n'y a pas de contradiction pour l'instant, vous n'avez pas remarqué. Non, moi c'est plutôt c'est la forme, c'est la communication qui m'intéresse. Et puis il y a une petite phrase qui est assez martelée presque comme un slogan. Et celle-ci, vous la déclinez dans 4 journaux différents et elle concerne le fonctionnement du 20h et de son présentateur. Dans l'IB, vous rappelez quelques évidences. Le 20h n'est pas le journal du présentateur, mais un travail collectif. Dans Le Monde, vous faites planer un léger suspense. Le journal n'est pas le journal du présentateur. Je n'ai encore rien décidé à ce sujet. Attention, dans le journal du dimanche, vous transformez le présentateur en tête de gondole. Le présentateur du 20h est la vitrine du journal. Ce n'est pas lui qui décide de tout. Pareil, dans 20 minutes, le journal qu'on lit dans le métro, le présentateur, c'est la vitrine du journal télévisé. Le journal ne se construit pas en fonction de sa personnalité.
Alors Arlette, j'ai envie de vous dire personnellement, moi c'est grâce à vous que j'ai appris que les hommes politiques prenaient le pouvoir avec des mots. Et j'aimerais bien savoir si c'est pareil pour les directrices de l'information fraîchement nommées. Bon, déjà, je suis très contente parce que vous n'avez pas trouvé, encore une fois, de contradiction dans mes propos. Enfin, ça fait donc une tout semaine, ça est assez... Oui, non, mais c'est déjà pas mal parce que, comme vous disiez fort justement, on vous pose des questions un petit peu différentes. Donc forcément, les réponses sont nuancées et on vous dit « Ah, mais quand même, c'est pas tout à fait la même chose ». Donc c'est vrai que je commence à comprendre que c'est plus difficile parfois de répondre aux questions que de les poser. Parce qu'ils subissent ça à longueur d'année. Mais oui, donc je compagne en général avec tous ceux auxquels on n'arrête pas de poser des questions. Oui, alors simplement... Pour revenir sur le cas Pujadas, puisque vous l'avez abordé dans chacune des interviews que vous avez données. On m'a posé la question au moins 3 fois, donc c'est assez logique. Ce qu'on peut comprendre. Oui. Alors, ce que je voudrais, moi, essayer de comprendre, c'est votre analyse à vous de l'erreur, la bavure, la faute de l'affaire du retrait de Juppé, qui a finalement abouti à la démission de votre prédécesseur Olivier Mazerolle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été une espèce de bavure ponctuelle, comme ça, dans un moment d'égarement, ou est-ce que c'est le résultat de cette espèce d'obsession TF1 qui paraît tarauder France 2? Écoutez, très simplement, moi je ne souhaite pas qu'on passe notre temps à parler de ce qui s'est passé. Et puis, bon, moi j'ai vu ça de loin parce qu'effectivement, je n'étais pas vraiment directement dans la rédaction. C'est important l'analyse que vous en faites. Oui. Moi je l'ai dit, c'est une faute qui doit nous apprendre l'humilité. Et ça concerne Olivier Mazerolle, ça prouve qu'un très bon journaliste qui, tout au long de sa carrière, n'a pas fait la moindre bêtise, peut effectivement un jour en commettre une. Donc c'est une faute. La raison de cette faute. Et je crois que, si vous voulez, il y a sans doute des informations qui n'étaient pas très bonnes à l'arrivée ou qu'il fallait sans doute nuancer. Et peut-être que tout ça est l'aboutissement d'une espèce d'engrenage où... Au début, je crois que franchement, il y a eu un vrai progrès sur l'information apportée par David Pujadas et bien sûr Olivier Mazerolle sur la rapidité, sur un souci d'aller vite sur l'info et d'être le plus complet possible. Et puis peut-être que, au bout d'un moment, fatigue aidant, les mois passant, on se dit il faut vraiment y aller. On n'est pas content parce que Alain Juppé est en face. Et puis voilà, c'est un dérapage, c'est une dérive. Donc je dirais qu'il y a une faute qui est peut-être, et c'est la raison pour laquelle il faut réfléchir aujourd'hui, à ce qui a été la logique d'une petite dérive progressive. Voilà. Vous la mettez sur le compte de la fatigue? Fatigue, c'est-à-dire que quand je dis fatigue, c'est que oui, on se dit on est en train de gagner, c'est vrai qu'on amène des téléspectateurs, on est plus performant sur certains aspects du traitement de l'actualité. Voilà, et puis un jour, il y a dérapage et faute. Voilà. En parlant du fond, parce qu'on a entendu les hommes politiques interviewés tout à l'heure par Michael Richard, les hommes et femmes politiques, donc critiquer France 2, accuser la chaîne de singer TF1, parler notamment du journal de David Pujadas. Et en fait, le grand reproche, c'est que France 2 privilégie les faits divers. C'est faux. Attendez, je pense qu'il faut arrêter les faux problèmes, et les fausses questions. L'actualité du jour, c'est l'actualité du jour. Je veux dire, regardez la presse écrite le matin. Quand il y a un énorme événement, attendez, quand il y a des attentats, on ne va pas dire, attendez, nous on fait différent parce qu'on est une télévision publique, on ne va pas parler des attentats. Quand il y a des morts, une inondation, on ne va pas dire, ou la moitié de la France bloquée par des inondations, on est le service public, on va ouvrir par un remaniement vachement important en Grande-Bretagne. Est-ce que pour autant il faut faire 5... Est-ce que pour autant, Harald Chabot, il faut faire 5 sujets successifs sur les inondations? Ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Alors... Je dis, le problème, c'est l'information. Restons ça au fait. S'il y a la possibilité de faire 5 sujets avec un vrai contenu, avec des angles différents, c'est-à-dire qu'on apporte quelque chose aux téléspectateurs, faisons 5 sujets. Avec 5 informations si c'est pour différentes. décliner 5 informations différentes, décliner autrement, avec un plus pour le téléspectateur, s'il s'agit de dire on va durer et on va faire comme la concurrence et allons-y, on va faire 5 sujets pour répéter en gros 4 fois la même chose, je dis non. Quelqu'un disait tout à l'heure parmi les politiques, TF1 c'est mieux pour l'événementiel et France 2 c'est mieux pour la réflexion. Eh bien France 2 ça doit être mieux pour l'événementiel parce que le news, les infos brutes on doit les donner et on doit être meilleur aussi pour l'explication en traitant des sujets que peut-être d'autres chaînes qui ont d'autres impératifs que nous
choisissent de ne pas traiter. Très bien, alors ça c'est très clair, mais enfin on est quand même un tout petit peu dans les généralités, de la même manière d'ailleurs que dans ce que disaient les hommes politiques, hein, on est dans les généralités, dont on a pris un exemple précis. Voilà, pour voir effectivement quelles informations mettre en tête, il peut quand même y avoir des fois des choix à faire dans l'actualité du jour. Alors vous avez annoncé récemment à la rédaction de France 2 le départ des 2 rédacteurs en chef du journal du 20h de la semaine, et à la place vous avez annoncé la nomination du rédacteur en chef du week-end, Vincent Guérhardt. Alors du coup ça nous a donné envie d'aller voir un petit peu plus près les journaux du week-end, dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est vrai, ces derniers temps, et de les comparer à ceux de TF1. Alors pour cela, on a choisi un cas d'école, c'est le journal du 6 février au soir. Alors c'était juste avant les vacances de février, période où les 2 présentatrices en fait laissent successivement leur siège à leur remplaçante. Alors ce soir-là, il y avait donc Claire Chazal sur TF1, Béatrice Schoenberg sur France 2, et les 2 ouvraient sur un sanglant attentat dans le métro de Moscou qui a fait 39 morts. Donc jusque-là, c'est pareil. Mais ensuite, les 2 menus divergent. Alors sur France 2, Béatrice Schoenberg enchaîne sur un fait divers tragique. 19 immigrés clandestins chinois emportés par la marée alors qu'ils pêchaient des coques en Grande-Bretagne. Alors dans le reportage, on nous explique bien que la police anglaise va mener une enquête sur les réseaux de travail clandestins, et on aurait effectivement aimé en savoir plus, mais ni le lendemain ni dans les jours qui suivent, France 2 ne suit l'enquête, et c'est vrai qu'on en reste donc un petit peu au stade du traitement, on va dire, fait divers. Alors après ça, 2 autres faits divers, alors moins tragiques heureusement. D'abord un reportage dans 2 écoles vandalisées à Montpellier, avec nombreux gros plans comme on le voit ici sur le matériel informatique détruit. Puis enfin le compte-rendu d'une opération de police musclée dans un lycée agricole où les élèves consomment du cannabis, avec dans le reportage un enregistrement sonore de l'intervention diffusé par Europe 1. On en regarde un extrait. Le proviseur du lycée avait donné son feu vert à l'opération, mais l'irruption des gendarmes et de leurs chiens laisse pantois les élèves, comme en témoigne ce document radiophonique. Restez calme, vous ne bougez pas, sinon le chien pourrait percevoir en vous de l'animosité, et ça, il aime pas. J'ai franchement les boules, quoi. Ça me fait vraiment chier, quoi. Que vous soyez là, je sais pas combien, que vous rentriez, vous fassiez les cow-boys dans la classe, quoi. Alors, quelle conclusion tirer de tout ça, pas grand-chose, si ce n'est qu'une des élèves interviewées explique que tout ça n'empêchera pas les élèves de fumer des pétards, et qu'on remarque que France 2 commence par traiter des faits divers, alors des faits divers qui sont en règle générale, je le rappelle, réputés être plus porteurs d'audience, avant de traiter des sujets plus institutionnels, réputés quant à eux faire partir les téléspectateurs, et ça nous ramène un petit peu au constat qu'on faisait tout à l'heure. Alors ce soir-là, les sujets plus institutionnels qui étaient traités plus tard dans le journal, c'était par exemple la mise en examen de Luc Guyot pour détournement de fonds à la FNSEA. Alors c'était abordé dans un reportage, hein, mais plus tard quand même. L'enquête sur les pressions subies par les juges de Nanterre pendant le procès Juppé. On apprenait ce jour-là que les magistrats refusaient de s'exprimer devant la commission mandatée par Jacques Chirac. À l'étranger, aux États-Unis, on annonçait ce jour-là la mise en place par George Bush d'une commission d'enquête sur les armes de destruction massive détenues par l'Irak. Et puis enfin, on revenait en France avec le départ de Marc Vandel de la direction du syndicat Force ouvrière après 15 ans de service, et il prononçait ce jour-là son dernier discours. Donc voilà, je le répète, tous ces thèmes étaient traités sous forme de reportage, d'1 minute 30 à 2 minutes, mais c'est vrai qu'on était quand même assez surpris de constater que France 2 plaçait avant tout ça des faits divers, alors que... tandis que TF1... Alors voilà, reprenez votre souffle. Tandis que TF1, je reprends mon souffle avant de repartir, TF1 était à front renversé. Alors c'était assez étonnant, puisque TF1 a la réputation de faire, on va dire, plus de concessions à l'audience que France 2. Et ce soir-là, après les attentats à Moscou, Claire Chazal passait directement à un reportage sur les suites du procès Juppé. Alors le traitement était le même que sur France 2, mais la place n'était pas la même, puisque le sujet était traité en 2e position, alors qu'il était en 6e sur France 2. Venait ensuite dans le journal de Claire Chazal un dossier, alors qu'il lui n'était pas du tout traité sur France 2. C'était l'annonce de l'adoption prochaine de la loi sur la laïcité, après un accord intervenu entre le PS et l'UMP. Alors reportage illustré par ces plans de discussion à l'Assemblée nationale. Alors c'est typiquement le genre d'image qu'on qualifie généralement dans les chaînes de peu sexy, donc ça nous paraissait important de le signaler. Et ce n'est qu'après seulement que Claire Chazal abordait les actes de vandalisme dans les écoles de Montpellier. Quant à l'autre fait divers dont on parlait tout à l'heure, l'intervention de police dans le lycée agricole où les élèves fument du cannabis, elle n'en a tout simplement pas parlé. Ouf, bravo. Voilà. Bravo Hélène. J'ai trouvé un journal télévisé où effectivement TF1 est à front renversé.
Simplement, Voilà. simplement, pour pas être dans l'autodéfense, c'est pour savoir exactement quelle est votre, votre hiérarchie à vous. Alors nous, ça nous paraît. Non, question. Voilà. Non, mais c'est le menu. Que je veux 1 heure pour choisir. Non, c'est le menu du journal de France 2 qu'on vient de voir. Moi, j'ai juste envie de vous demander quelle est pour vous l'information la plus importante, la plus intéressante, celle qu'il faut donner en tête, la deuxième et la troisième. Voilà, si vous pouvez juste nous dire ça, laquelle vous mettez en tête. Je ne vais pas faire ça parce que je ne connais pas les raisons des choix. Non, mais les vôtres, Arlette Chabot. Ce qu'on veut connaître, c'est les vôtres. Vous savez ce que c'est aussi un journal télévisé. Bon, je comprends très bien l'attentat, effectivement, ça ne se discute pas. Les travailleurs clandestins chinois, pourquoi pas, c'est un choix, c'est une information importante. Peut-être qu'on peut regretter. Regardez, Bush nomme une commission d'enquête sur les armes de destruction massive. Mais je ne sais pas à quelle heure est arrivé le sujet. Peut-être qu'il est arrivé en retard. Vous savez, il y a aussi des je vais pas défiler. À supposer que tous les sujets soient non, Arlette Chabot, votre choix à vous, on ne vous demande pas de critiquer. Je ne veux pas jouer au petit jeu du si j'avais été là, je ne l'aurais pas fait, machin, etc. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi effectivement cette information. Il y a peut-être des raisons objectives. Ce qui nous intéresse, c'est le vôtre. Le vôtre. Alors, ok, bon. Donc, comme ça va être en contradiction avec les autres. Vous allez avoir ce que vous voulez. Attentat dans le métro, c'est vrai que j'aurais peut-être mis, par exemple, Bush en 2 derrière. Mais peut-être que le sujet n'était pas prêt ou n'était pas arrivé parce que le correspondant n'était pas là. Après, je ne suis pas emballée par le lycée agricole. Si vous voulez que je vous le dise, ça va vous faire plaisir. Ah non, voilà. On veut rien que vous nous disiez. On veut que vous disiez ce que vous pensez. Voilà, le reste, c'est franchement pas honteux, quoi. Voilà, je crois que l'histoire des maternelles, c'est effectivement important parce que ça concerne, c'est assez révélateur de ce qui se passe malheureusement dans ces écoles avec des très jeunes enfants. Et puis voilà, puis j'aurais peut-être fait remonter le reste. Je crois que l'histoire du lycée agricole, je sens pas bien. Donc j'aurais fait remonter tout. Et puis j'aurais mis, je me serais passée sans doute du lycée agricole. Vous auriez fait remonter tout, c'est-à-dire que concrètement, mis à part... Que j'aurais pu commencer après, il y avait une logique à faire, parce qu'il y a aussi des logiques. Quand on fait un fait divers, vous savez, c'est la mise en page du journal. Ça aussi, ça compte. On décline parfois en ensemble, on dit il y en a un fait divers, alors on met les 2 autres derrière, c'est plus clair. Et puis on repart dans un autre ensemble qui est lié à la politique, donc il y a aussi des choix de mise en page. Bon voilà, donc on aurait pu après, Moscou, faire un autre choix et par exemple effectivement dire Bush, à moins qu'on l'ait déjà traité la veille, ou, parce que je ne sais pas, j'ai pas tous les éléments, donc c'est le piège parfait. Les informations là dont on parle, hein, les actualités institutionnelles, c'est le piège parfait. S'ils sont dit on l'a fait la veille, parce que compte tenu du décalage horaire, il y a vraisemblablement, peut-être, Bush en avait parlé la veille, donc ils ont souhaité le retraiter le lendemain, mais pas le mettre en 2. Donc voilà, donc là je suis tombée dans le truc terrible, sur genre, j'ai pas les éléments, je m'en souviens pas, je sais pas pourquoi ils ont fait ces choix, et de préférence, il faut que je dise que je suis pas d'accord. Top. En tout cas, ce qui est intéressant à travers ce petit exercice qui n'était aucunement un piège, c'est ce qui est piégeant par nature. Piégeant par nature, voilà. Ce qui est intéressant, c'est le mot choix que vous avez répété à peu près 15 fois, et c'est vrai qu'on est sans arrêt en train de choisir. Vous disiez tout à l'heure, l'actualité, c'est l'actualité. Bon. Mais non. Mais non. Si, il y a des faits qui s'imposent. Il y a des faits qui s'imposent dans l'actualité du jour. Oui, mais il y en a qui s'imposent, il y en a qui ne s'imposent pas. Où je suis d'accord avec vous tout à l'heure, c'est si on dit il y a un réseau de clandestins chinois, on en parle un jour et terminé le lendemain. Eh bien non, il doit y avoir une continuité. C'est-à-dire que si un rédacteur en chef pense que c'est important, le lendemain, on doit aller plus loin. Sinon, c'est pas la peine. Alors, le programme Chabot, suite. Autre distorsion à propos d'actualité sociale, Hélène. Alors oui, on a comparé le traitement de 2 mouvements sociaux. Là encore, c'était avant votre arrivée. Et cela concerne les manifestations de buralistes, alors ça c'était à l'automne dernier, et celles plus récentes des chercheurs. Et alors on s'est rendu compte que les 2 n'avaient pas eu le même traitement dans les journaux. Alors je ne sais pas selon vous... De France 2. Voilà, de France 2. Selon vous, quelle info est la plus importante ? Non, vous n'en avez pas. Les buralistes, c'est très important quand même, parce qu'en plus, ça avait des conséquences politiques. Donc, on a dit très vite. J'arrive aux chercheurs. Je dis, premier temps, les buralistes, c'était important, il fallait le traiter, on y accordait de l'importance. Et puis, les chercheurs, c'est aussi important. J'ai vu quelques sujets. Moi, j'ai même fait la moitié d'une mission de me croiser sur le problème des chercheurs qui s'en vont. Donc, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas important. Alors, pour vous, et aussi puis, c'est pas fini. Pour vous, aussi important. Je pense que ça va devenir aussi important. Forcément, c'est moins grand public, a priori. Ça demande un effort. Là aussi, c'est la différence, je pense, entre... Alors là, si vous voulez me dire une différence... On va juste donner les éléments, les éléments chiffrés. Alors, moins grand public, aussi important. Alors, concrètement, quels étaient les choix faits par France 2 ? Alors, on commence par les chercheurs qui, en 2 mois, 9 janvier, 24 mars 2004, ont eu droit sur France 2 à 16 sujets, ce qui correspond, d'après les décomptes effectués par l'équipe d'Arrêt sur Image, à 22 minutes 46 de temps d'antenne. Voilà, jusqu'au 2 mars. Voilà, alors est-ce beaucoup, est-ce peu ? On ne porte pas de jugement, mais on compare avec les revendications des buralistes
qui elle avait droit à 3 fois plus de temps d'antenne sur une période équivalente, de 2 mois. Et là, ça allait du 26 septembre au 24 novembre 2003 et le temps d'antenne était de 1h08. Voilà, donc on voit bien la différence. Oui, mais je veux dire, paraît pas disproportionné. regardez comment ça s'est passé avec les buralistes. Il y a eu des manifestations. Bon, je n'ai pas vu beaucoup tous les jours des manifestations de chercheurs dans la rue. Mais alors Non, attendez. Il faut attendre qu'ils manifestent pour qu'on en parle. Attendez, je veux dire, si on fait au poids, parce que vous le faites au poids, je veux dire, parce que là on dit, paf, c'est 22 machin, 1 heure de l'autre côté. Bon, ok, on va pas peser, voilà. Bon. Simplement, il y a ça devient plus important parce qu'ils descendent dans la rue. Je ne dis pas que c'est plus important sur le fond. Je dis simplement sur le fond, la gravité du problème. Voilà, entre le mécontentement des buralistes ou le mécontentement des chercheurs, sur le fond des choses, qu'est-ce qui est le plus important pour notre pays? Je ne porte pas de jugement. Je pense que la colère des chercheurs est extrêmement importante parce qu'effectivement, elle engage notre avenir. Simplement, il y a aussi une expression de colère quand des buralistes manifestent, quand ils sont reçus par le Premier ministre, quand ils sont reçus par d'autres ministres. Et qu'on le sait, ça devient une information publique que l'on traite. Les chercheurs, parfois, ça se passe de façon extrêmement discrète, ou bien la situation est bloquée. Par exemple, ils ont mis un ultimatum je crois, au 9 mars. Bon, jusqu'au 9 mars, on ne sait pas ce qui se passe. On attend que le gouvernement réponde. Donc, quand Claudie Aigneret donne effectivement des réponses, fait une conférence de presse, on la couvre et on donne ces informations. Le 9 mars, je pense que on en parlera beaucoup de vont-ils ou non démissionner, on expliquera pourquoi c'est important. Je veux dire, vous voyez, faut pas faire. Il y a des expressions aussi de manifestations de colère qui sont différentes. Oui, mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Ariel Chabot, c'est qu'on a l'impression que vous préférez traiter les colères qui s'expriment, qui prennent des formes visibles, les gens qui descendent dans la rue avec des images attractives, qui balancent des carottes dans les préfectures. Il y a la pétition des chercheurs, il y a eu la pétition des chercheurs. Mais on a couvert la pétition des chercheurs. Moi, j'ai entendu les prix Nobel sur France 2 expliquer pourquoi. Et c'est même ça d'ailleurs qui m'a donné l'idée de faire mission. Pourquoi ils étaient en colère, pourquoi ils menaçaient de démissionner, que c'était important. Bon, simplement les chercheurs, ils ne manifestent pas effectivement leur mécontentement de la même façon que des buralistes. Mais est-ce Alors, que le rôle on peut pas aller tous les jours leur dire vous pouvez pas faire un truc parce que là aujourd'hui ils ont besoin de faire un attendent. truc. Est-ce qu'ils ont besoin de faire un truc? Est-ce qu'on pourrait pas simplement expliquer, les conséquences que peut avoir la diminution des crédits? On l'a expliqué simplement comme vous dites fort justement. Il y a un délai, il y a un ultimatum qu'ils ont fixé, il y a des discussions, etc. Pendant ce temps-là, on est dans des contacts qui sont en plus pas publics, mais si j'ai bien compris assez confidentiels avec un médiateur qui est un professeur très célèbre. Et donc tout ça se passe volontairement des deux côtés de façon assez discrète. Ah bon? Donc, ça c'est une information, ça je savais pas. C'est-à-dire que délibérément... c'est eux qui gèrent leur truc, je veux dire, mais a priori ils ne nous appellent pas pour tous les jours pour dire... Bon, et tout ça Vous se avez l'impression discute. qu'ils sont eux-mêmes réticents à la médiatisation? Ils ne sont pas réticents, c'est-à-dire que c'est un autre mode d'expression, ce ne sont pas les mêmes, les buralistes et les chercheurs, évidemment, ce ne sont pas les mêmes. Alors toujours à propos de choix, on va terminer l'émission avec un vrai choix. David, qui est le choix du correspondant de France 2 aux États-Unis. Voilà, alors ça concerne la campagne du candidat Kerry. Et je ne sais pas si vous c'est pareil, mais il y a quelque chose qui plaît profondément aux médias français dans le parcours de John Kerry. C'est pas le fait qu'il ait fait la guerre du Vietnam, on va voir. Voici la grande maison familiale où se rassemblaient l'été les descendants des 11 enfants du couple Forbes. Grâce à ses vacances, John Kerry maîtrise bien le français. Ça doit être le contraire de George Bush qui préfère la Grande-Bretagne et qui parle anglais. John Kerry, lui, il préfère la Bretagne et il parle français. Et là, il y a un de vos collègues, ça le fascine complètement, cette affaire que John Kerry parle français et il en oublie sa mission qui est de couvrir les primaires démocrates. En fait, lui, il est parti là-bas pour faire réviser son niveau de français à John Kerry. Il faut vraiment voir ça. Alors c'est assez simple, il le suit partout et il le harcèle de questions. Quelques photos avec les électeurs, la satisfaction du travail accompli. Comment vous appelez Monsieur le Président? Non, pas encore. Non, absolument pas. Non? Non, il y a un long voyage. Voilà, un long voyage jusqu'au résultat de l'élection. Alors, il arrive même, Alain de Chalvron, à poser des questions auxquelles John Kerry ne sait pas répondre. Il le coince. Vous pensez que vous allez gagner? Je ne sais pas, je verrai. C'est les voteurs qui vont décider ça. Mais vous avez bon espoir? Toujours. C'est pas mal les voteurs. Alors, puis aussi, il y a les questions qui remuent le couteau dans la plaie et qui mettent le candidat dans une situation compliquée. C'est pas trop fatigant cette vie dans l'avion tout le temps? Oui, c'est affreux. Le doigt est pointé vers la caméra, nous sommes off, c'est-à-dire sans micro.
Voilà, alors sur ces 3 micro-interviews, il a fait prononcer à Kerry environ 23 mots en français, mais ça a un impact très fort. Alors, quand Kerry n'est pas là, Alain de Chalvron arrive à trouver d'autres gens, d'autres Américains, pour leur faire parler français, par exemple un militant démocrate sans défense. Dans son campagne, il a trouvé le patient, et ça, c'est évident ce soir, je crois. Voilà, et puis le mieux quand même, c'est d'approcher la famille, et dans la famille Kerry, il y a d'abord la fille. Je parle beaucoup avec les étudiants, je parle beaucoup avec les femmes. Alors, je peux parler des choses pour mon père, je peux être comment on dit, les extra yeux, les extra oreilles. Moi j'adore les extras yeux et les oreillers, je trouve ça pas mal. Et puis il y a évidemment Madame Kerry, dit Teresa. Je travaille 9 jours par semaine. 9 par semaine. Le fond de tout ça quand même, c'est cette espèce de fascination pour retrouver à l'étranger et aux États-Unis quelque chose qui nous rapproche de la France. Et finalement, on s'éloigne. Gonflé quand même, c'est rare qu'un candidat ou qu'un président américain parle français. Oui, mais c'est un gadget. C'est pas un gadget. Qui flatte le cocorico national. C'est pas un gadget, attendez. Moi je dis bravo Alain de Chalvron, super. Et si on a une interview de John Kerry en français, on sera absolument ravis. Il fait son boulot, c'est tout à fait normal. Et c'est pas juste pour les Américains, c'est pas un gadget. C'est pas indifférent que John Kerry ait une culture européenne. On a assez râlé parce que l'actuel titulaire du poste de la présidence américaine est justement un grave fossé culturel avec l'Europe. Donc c'est pas indifférent. Et qu'il accepte de répondre aux questions, même petite phrase comme ça entre deux en français, c'est bien. Et moi je dis, alors là, Chalvron, très bien, et on est content. Voilà. Mais bon, c'est pas des questions, c'est pas des questions politiques. Et en plus, il n'y a pas que France 2 qui le fait, mais je trouve moi personnellement que Arte Info aussi le on est sauvés. avec la fille de Kerry. Mais c'est révélateur du fond. Attendez, au-delà de l'anecdote, et je souris, au-delà de l'anecdote, ça n'est pas indifférent. Ça montre que le candidat démocrate est issu à une autre histoire. Il n'est pas sorti 2 fois des États-Unis depuis le début de son existence. Il a une culture, il a un passé, et autour, il n'y a pas que lui, il y a sa famille, et ça nous donne des indications politiques, je suis désolée. On est tout à fait d'accord, ça donne une information. Est-ce que ça ne donne pas une information déformée? Parce que les électeurs américains, ils ne vont pas se prononcer pour autant de Kerry parce qu'ils parlent français ou parce qu'ils ne parlent pas français. Est-ce que ça ne contribue pas? Ça nous informe sur ce qu'est aussi Kerry. Je ne suis pas sûre que compte tenu des relations... Est-ce que ça ne nous illusionne pas sur les chances de Kerry? Mais attendez, il n'y a pas que ça. C'est pas que ça nous illusionne sur les chances de Kerry. Je pense que le fait qu'ils disent 3 mots en français n'empêche pas effectivement les reportages et la Chalvron de dire, parce que bon, enfin, c'est un très bon journaliste, les chances de Kerry face à Bush, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Simplement, je trouve qu'au-delà de l'anecdote et des petits mots volés entre deux, c'est encore une fois, j'allais dire, une information importante. Voilà. Très bien, on arrive à la fin de cette émission. Bon, c'est pas si dur que ça. Ah bah oui, enfin, on en parlera, oui. Comme vous voudrez. Simplement, quel est le principal désir de changement que vous avez sur le journal, sur l'information de France 2, soit le 20h, le 13h, dans un mois, dans 2 mois, quelle serait la principale traduction de la marque Chabot que vous auriez envie que les téléspectateurs y voient? D'abord, la marque, moi je suis modeste, hein, je veux dire, en plus, tout nous incite en ce moment à la modestie. J'ai pas d'ambition, j'arrête pas de répéter que je suis pas une idéologue, j'ai pas réfléchi depuis 15 ans, j'entends toujours les mêmes questions, parce que ça fait des années qu'on répète le rôle du présentateur, la course à l'audience, la compétition avec la grande chaîne privée, etc. Donc votre ambition, c'est quoi? C'est qu'on arrête de répéter ça? Ma réponse, c'est que, ce que je vous disais tout à l'heure, arrêtons de sortir, de répéter les mêmes questions et de poser de fausses questions. Ce que je veux, c'est qu'on apporte plus de densité dans les sujets, plus d'informations, ce qui demande un effort de tout le monde. Voilà, qu'on essaye de faire un truc vite fait, bien fait, ou mal fait d'ailleurs, souvent, parce qu'on veut mettre un truc à l'antenne. L'information urgente, on la donne. L'information essentielle, évidemment, on la donne. Mais en même temps, essayons d'apporter des plus. Et notre différence, encore une fois, elle sera sur des choix que nous aurons faits, qui nous permettront d'apporter plus aux téléspectateurs. Je pense que l'empilement des sujets, en imaginant qu'en en mettant le plus possible, dans le minimum de temps, on est performant, c'est une bêtise. Et en même temps se dire, il y a une info super importante, mais on attend 3 jours pour la traiter parce qu'on va se prendre la tête dans un bureau à 10 pour savoir quel est le bon angle et tout. Vous inquiétez pas, téléspectateurs, dans 3 jours on sera au point, on vous la donnera. C'est la même bêtise. Donc entre les deux excès... Entre les deux bêtises? Entre les deux bêtises. Laquelle vous choisissez? J'essaye de trouver un petit équilibre de façon à ce qu'encore une
fois, on ne soit pas en retard, qu'on donne l'information le plus rapidement possible aux téléspectateurs qui sont en droit de l'exiger, mais qu'en faisant travailler assez vite nos petits cerveaux, on donne un plus en information. Voilà, c'est ça mon objectif. C'est Très tout, bien. c'est beaucoup. Rendez-vous dans quelques mois, cette fois sur le bilan Chabot, et alors là, ça va être terrible. Pas pour mon départ, merci. Merci de le préciser. Très bien, merci d'être venu vous prêter à ce redoutable exercice. Merci à vous de nous avoir suivis. Arrêt sur image revient dimanche prochain à 12h38. Au revoir à tous. Le monde de la télévision est aussi sur France5.fr. Dans un instant, Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous ne voyez pas la vie en rose. Le scénario du pire, vous connaissez. Vous ne connaissez d'ailleurs que ça. Trouble de l'anxiété, pas de problème. Parce que vous n'êtes pas comme elle, lui, elle, lui, eux, elle, lui, eux, lui, eux, lui, elle, lui, elle, eux, et eux. Mobalpa fait des cuisines pour elle, pour lui, pour eux, pour vous. Mobalpa, toutes les solutions sont là. Michel Simès Des réponses aux questions. et Marina Carrère-Dancos présentent le magazine de la santé spécial sexologie. Une palette d'orgasmes. Des réponses complètes et des informations sur les thèmes qui vous préoccupent. Le magazine de la santé spécial sexologie, toutes les réponses à vos questions. Un rendez-vous incontournable en VHS et DVD. Les programmes sont exceptionnels sur Canal+. Canal+, c'est tout le cinéma que vous aimez. Ferme la porte, Franck! Découvrez plus de 300 films récents par an. Entrez dans les coulisses du 7e art. Vivez le meilleur du sport sous un angle inédit avec les plus grands chocs de la saison. Des documentaires surprenants. Une information éclairante et sans concession. Boomtown, la nouvelle série découverte par Canal+. Canal+ est tellement plus encore. À vous de choisir. Jusqu'au 30 avril, Canal+, c'est 20 € par mois pendant 1 an ou 3 mois gratuits. Les 109 face à Luc Ferry, des étudiants face au ministre de la Jeunesse, de l'Éducation et de la Recherche. Cela promet un bel échange sur l'école, au centre du débat, sur la fronde des intellectuels, sur un possible remaniement ministériel et sur le parcours d'un philosophe devenu ministre. Il semble y avoir pris goût. Les 109 avec Luc Ferry, aujourd'hui à 15h et à minuit 55 sur le câble et le satellite. Sur France 5. Week-end Magazine. Dimanche. 18h05, Riposte, Serge Moati, les agriculteurs et la mondialisation. Week-end Magazine. Rencontrer, débattre, diversité, Découvrir. Riposte avec la FNAC. Les programmes sont exceptionnels sur Canal+. Canal+, c'est tout le cinéma que vous aimez. Ferme la porte, Franck! Découvrez plus de 300 films récents par an. Entrez dans les coulisses du 7e art. Vivez le meilleur du sport sous un angle inédit avec les plus grands chocs de la saison. Des documentaires surprenants. Une information éclairante et sans concession. Boomtown, la nouvelle série découverte par Canal+. Canal+ est tellement plus encore. À vous de choisir. Jusqu'au 30 avril, Canal+, c'est 20 € par mois pendant 1 an ou 3 mois gratuits.
manquer d'air. Airwaves. Mâchez, respirez. Au même instant, lors d'un dîner... On a été privé de réseau pendant 2 jours. Un virus Internet. Oh. Nos ventes en ont pris un coup. Et vous? Tous nos fournisseurs ont été touchés. Ça me rend malade. Normal, c'est un virus. Tu es bien silencieux, Eric. Notre réseau n'a pas été touché. Quoi? Non? Non. L'addition est pour toi. Cisco, des réseaux capables de se défendre tout seuls. Cisco System, profitez du réseau, maintenant. Premier regard. Tentative d'approche. Jambes croisées. Décroisées. Déjà conquis? Je vois. Alors retrouvez-moi chez votre concessionnaire Ford pour un essai personnalisé. Nouveau Ford Focus C-Max. La qualité dans les moindres détails. Allez, bonjour à vous tous. Prenons un petit moment pour nous-mêmes. Cette semaine, nous allons tenter d'arrêter de nous ronger les ongles, de mâcher nerveusement nos capuchons de stylo bille, bref, de nous faire du souci pour tout et pour rien. De l'inquiétude à l'anxiété.